Aujourd'hui, nous recevons Cindy. Son histoire soulève une question très simple, mais profondément troublante. Peut-on être jugé apte à recevoir un enfant par la médecine, mais inapte à être parent par l'État? Cindy a entrepris un projet de maternité par insémination artificielle. Hein? Elle a subi des évaluations médicales, des examens psychologiques, des analyses de fertilité. Et pourtant, son projet de famille va se retrouver au cœur d'un conflit avec le système de la protection de la jeunesse. Oui. Aujourd'hui, elle accepte de nous raconter son histoire. Cindy, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Ça me fait, écoute, faut qu'on en parle. Alors, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Parle-nous justement de toi, qui tu es, Cindy. Quelle est ta condition? J'ai 36 ans et je suis en fauteuil depuis la naissance à cause d'une diplégie spastique. C'est une erreur médicale vu que ma mère elle a perdu ses os 2 mois d'avance. C'est venu avec la prématurité. D'accord. Puis toi, là, ton nom, c'est Cindy Dubuc. Oui. Hein? Je sais que tu es sur les réseaux sociaux aussi. Oui. Est-ce que tu peux nous dire sur quelle plateforme tu es? Peut-être aussi l'annoncer aux gens pour qu'ils puissent venir te voir et te supporter sur tes plateformes. J'ai Instagram, TikTok et Facebook sous le nom de Will's Mom pour Instagram et TikTok, puis sur mon vrai nom pour Facebook. Qui est Cindy Dubuc. Oui. Hey, Will's Mom, c'est super ça comme surnom. Moi, j'adore ça. Hein, tu te prends. Tu as un petit côté humoristique à propos de ta personne. Hein? Oui. C'est parfait ça. Tu prends bien ta situation et tu as accepté comment tu es dans la vie. Oui. Puis pour toi, c'est pas un problème ça. Non. Excellent. Non, j'ai même déjà un médecin qui m'a offert une opération pour marcher. Puis il m'avait dit que je marcherais comme un peu tout croche. J'ai dit, j'en veux pas. Une personne entière était bien comme que t'es. Oui. Excellent. Avant même la naissance de ses enfants, Cindy Dubuc avait déjà été évaluée. Une femme déterminée à devenir mère, malgré les obstacles. Mais quelques années plus tard, tout allait basculer. Oui. Cindy, est-ce que tu peux te présenter comme maman? Mais je pense que je suis gâteau. Je leur donne tout le temps le plus de ce que je peux. Puis, tu sais, dans le fond, là, je voudrais juste vivre une vie normale, d'être capable d'aller les reconduire à l'école, vivre juste un quotidien. Pour être déclaré autonome, là, Oui. pour vivre en appartement, là, il doit y avoir un processus avec ça. Tu as dû passer des tests ou des évaluations. Pour vivre en appartement, non, il n'y a pas de processus. J'ai toujours été autonome, donc j'ai pris l'appartement, puis that's it, ils ne font pas de processus là-dessus. Peux-tu nous raconter le moment où Cindy a décidé qu'elle voulait devenir maman et avoir des enfants? Oui, ben j'ai toujours voulu avoir des enfants. Là. Dans l'adolescence, ça a toujours été un point, j'y pensais beaucoup. Là. Même je regardais des ados tomber enceintes, puis je les enviais. Puis c'est à l'âge de 28 ans que j'ai commencé le procès d'insémination. Puis mon fils est né, j'avais 30 ans. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu voulais devenir maman, Cindy? J'ai toujours voulu des enfants. Oui? Ouais. Excellent. Est-ce qu'il y a une raison? J'en ai voulu 2 parce que moi, je suis enfant unique puis j'ai détesté ça. Ça te donne quoi d'avoir des enfants à toi, personnellement, Cindy? Ça met de la vie dans une vie. Ça met de la joie aussi. Puis, en quelque part, tu sais, je me disais, je vais péter le préjugé à ce monde-là. Quand ils vont me voir aller, je vais peut-être ouvrir des yeux. C'était ça un peu aussi, là. Mais j'ai pas eu la chance et ils m'ont tout enlevé dès le début. D'accord. Donc, pour toi, c'est un objectif d'être une maman pour démontrer aux gens que tu es une femme forte et déterminée, Ouais. si j'ai bien compris. Puis- C'est ça? Puis je le sais que je peux donner à ces enfants-là une bien meilleure vie que qu'est-ce qu'ils ont en famille d'accueil. Mon fils a déjà dénoncé certains comportements un peu douteux de la famille d'accueil. Je le sais qu'ils sont pas heureux où ce qu'ils sont. Pourquoi as-tu décidé d'avoir des enfants par insémination? Parce que je voulais pas être en couple. OK. C'est pour ça que j'ai décidé. C'est correct, c'est une raison valable, hein? Ouais. Fait que tu as décidé de passer par une clinique de fertilité. Peux-tu nous expliquer le processus que tu as dû vivre avant d'être accepté? Ouais, ben ça a été un gros processus parce que au début, j'allais au privé, j'allais à OVO.
Puis c'était vraiment compliqué, là. C'était cher, les inséminations coûtaient plusieurs mille à chaque fois. C'était pas couvert. Après ça, quand je me suis rendu compte qu'avec OVO, je pourrais pas aller au bout, j'ai changé pour la clinique de fertilité du CHUM, qui est au public, ça coûte rien. La seule différence, c'est qu'il fallait que j'emmène mon donneur parce qu'eux, ils n'ont pas de banque de donneurs anonymes. Mais j'ai dû avoir... premièrement, il y a eu une rencontre, oui, avec un psychologue, mais c'est pas dans le but d'évaluer est-ce que tu as des troubles mentaux ou des diagnostics quelconques. La rencontre avec le psychologue, c'est plus pour savoir si tu es apte à la journée où ton enfant va te demander « Mais pourquoi j'ai pas de papa? » Est-ce que tu es apte? Est-ce que tu sais quoi y répondre? Psychologiquement, c'était surtout ça. C'est sûr qu'il dépiste aussi si quelqu'un se présente puis qu'il est clairement schizophrène, ils vont pas. Mais c'était plus ça. C'était plus pour savoir si je savais quoi y dire, si j'étais outillée, s'il y avait quelque chose, si j'avais un réseau. Après ça, il y a eu aussi des évaluations. Tu as dit aussi auparavant, là, quand tu as été la première endroit pour l'insémination, tu as dû payer des milliers de dollars. Là. Ça, c'est des choses que tu as payées de ta poche. Oui. Oui, donc, mais. Tu étais vraiment décidé là, à avoir un enfant ou deux, là, peu importe, là, mais tu étais décidé à créer ta famille. Oui. Puis tu as même payé de ta propre poche pour te faire inséminer au privé. Oui, après ça, vu que ça n'a pas marché au privé, tu as décidé d'aller au public. Oui. OK. Quel type d'évaluation as-tu dû faire? Des examens médicaux, des tests de fertilité, des rencontres psychologiques, des rencontres de spécialistes? Il y a eu la rencontre de psychologique, comme que je t'ai dit, mais c'était pas un énorme suivi. Je l'ai rencontré une fois, il a déclaré que j'étais apte, puis that's it, that's all. Après ça, j'ai eu un peu de test physique parce que c'est sûr, j'arrive, je suis en chaise. J'ai dit oui, bonjour monsieur, je veux un enfant. Mais oui, il était pas fermé, mais on va pas faire ça dans n'importe quelle situation non plus. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Premièrement, c'était plus des tests physiques, là, à savoir, tu sais, vu que je suis tout le temps assis, ben les poumons sont comprimés, c'est ça qui fait que ça m'essouffle quand je vais à terre. Mais est-ce que les poumons sont comprimés à tel point que quand il va avoir un bébé, que ça va pousser? Puis j'ai passé le test à 100%, fait qu'il n'y avait pas de compression. Après ça, c'était plus des tests au niveau, mettons, ergothérapeute. Est-ce que tu as la force physique de lever un bébé? Ou des choses comme ça. Ça aussi, ça a été déclaré correct. Puis en dernier, mais c'était plus des tests de fertilité là, pour savoir si est-ce que je suis fertile pour commencer. Parce qu'on va pas faire un processus d'insémination dans le vide si de toute façon je vais pas tomber enceinte. Fait que c'était plus ça. J'ai commencé officiellement les démarches en mars 2018. Puis mon plus vieux est né en mars 2020, 2 ans pile après le début des... Excellent, excellent. Est-ce qu'on t'a évalué sur la capacité d'être parent? Ben oui, quand il me demandait est-ce que tu es capable de lever le bébé et tout, mais c'était pas des évaluations approfondies. C'est la même évaluation que n'importe quel autre parent, dans le fond, qu'on va aller passer. Là. C'est ça, oui. Parce qu'on le sait très bien, de nos jours maintenant, quand on a des enfants, le gouvernement nous fait suivre un petit cours pour être parent. Ouais, c'est ça, c'était la même chose. C'est probablement la même chose que je me dis, exactement. À la fin du processus, les médecins t'ont dit donc que tu étais apte à devenir mère. Oui. Oui? Oui, par 2 fois. 2 fois? 2 fois. Pas rien qu'une, 2 fois? 2 fois. Wow! OK. Comment s'est passée ta grossesse? Ça a été un peu compliqué dans le sens où j'ai vomi du début à la fin. Mais j'ai pas eu de problème plus que ça. J'ai pas eu de diabète de grossesse ou rien. Donc, une grossesse plutôt normale. Normal, avec des désagréments normaux, j'ai envie de dire. Oui. D'accord. Quand ton enfant est né, qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai ressenti que je pourrais me battre pour lui toute ma vie, puis je sais pas, il m'a fait découvrir c'était quoi l'amour pour vrai. Bravo. Ouais. Bravo. J'arrêtais pas de le regarder, je me souviens. Ouais. Mais ça a pas été un bonheur qui a duré bien longtemps. La DPJ en arrière, c'était un gros nuage gris. OK. Comment était la vie avec le petit Jesse à la maison avec maman?
ça allait bien, puis c'était un bébé à maman, puis c'était un bébé super adapté aussi, là. Tu sais, des fois, je me souviens, là, il y avait un couvert d'un plat à terre. Je peux me mettre à terre puis aller ramasser le couvert. Mais le petit, qui avait genre 8 mois, il s'est envenu à quatre pattes, il m'a donné le couvert dans les mains, puis après, il s'applaudissait. Excellent, excellent, excellent. Cindy, avant de parler de l'évaluation de la DPJ, il faut revenir à un moment où tout a commencé. Si on comprend bien, le premier signalement serait venu lors de ton premier enfant, lorsque tu étais enceinte de ton premier enfant. Tout commence par un appel, un signalement, parfois inquiétant, parfois flou, parfois basé sur une simple impression. À la direction de la protection de la jeunesse, chaque signalement est analysé rapidement. Une décision doit être prise, intervenir ou fermer le dossier. Les intervenants s'appuient sur les critères de la loi sur la protection de la jeunesse. Abus, négligence, risque pour la sécurité. Mais à cette étape, il n'y a souvent qu'un seul côté de l'histoire. Peu de vérification, peu de contexte. En quelques minutes, une vie familiale peut basculer vers une enquête. Est-ce que tu peux m'expliquer comment c'est arrivé brièvement? Ils ont fait une alerte bébé lorsque je me suis présentée pour le monitoring à 30 semaines de grossesse. Puis ensuite de ça, dès que je me suis présentée pour ma césarienne, ils ont appelé la DPJ. Dans le fond, j'avais même pas eu le temps de peut-être même penser à le négliger parce que j'y avais même pas touché encore, puis il était même pas sorti de moi que la DPJ était déjà appelée. Donc, tu es allé à l'hôpital à la suite d'une chute, c'est bien ça? Oui. OK. Quelles étaient les circonstances de ton accident? Donc, tu es tombé dans le bain, tu disais, dans la douche. J'ai glissé dans la douche à cause du ballon de mon ventre parce que je m'en venais grosse, là. OK. Puis je me suis mis sur les genoux, je me suis relevée. Donc, il n'y a même pas eu de choc sur le ventre. Mais par la suite, je sentais plus le bébé bouger, donc Donc, tu as eu une faiblesse dans les jambes, si on veut, là, puis tu es tombé sur les genoux, tu expliques, c'est ça? Oui. OK, puis ça a donné un choc, évidemment. Oui. Je me suis présentée pour le monitoring, puis j'ai fait la connaissance d'une infirmière qui avait plein de préjugés et elle m'a avisé qu'il ferait une alerte bébé. Durant la visite, il semble qu'il y ait eu un conflit entre toi et l'infirmière, justement. Tu peux expliquer ce qui s'est passé? C'était même pas un conflit. Dans le fond, je suis rentrée, puis j'avais plusieurs bleus sur les jambes parce que souvent, je me mettais à genoux pour me relever. Puis elle m'a dit, est-ce que ça arrive souvent que tu te mets à genoux pour te relever? Moi, je me méfie pas à ce moment-là parce que pour moi, me mettre à genoux puis me relever, c'est pas un drame d'état. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, on avait un peu la croyance populaire là, sur la DPJ, que je me disais, mais non, ils viendront pas, c'est pas pour moi, c'est pas... Fait qu'elle me dit, ça arrive souvent. En plus que tu as suivi des processus pour être maman, là, tu sais, c'est... Moi, je disais, ah oui, ça arrive 10 fois par jour, mais c'était comme un peu, tu sais, j'étais pas super sérieuse. Là, je riais en même temps que je disais ça. Là, elle dit, OK, mais vu que t'es en fauteuil, nous, on va... Ça veut pas dire que t'es une mauvaise personne, là, mais on va appeler la DPJ, on va mettre la DPJ au courant. Puis ça, le monitoring, là, c'est pour voir si ton bébé est bien correct dans ton ventre, c'est bien ça? Oui, c'est ça. OK. C'est juste, oui. C'est des tests pour voir si tout fonctionne bien. Puis là, ben, durant ces tests-là, le bébé allait bien. Ouais, ça a pris 10 minutes le test. Là, ils font juste mettre un truc sur le ventre. Puis après, elle m'a dit, ben, c'est bien correct. Avec une échographie, probablement. Oui. OK. Puis elle a dit, ben, c'est correct, tu peux t'en aller, mais comme vu que t'es en chaise roulante, on va pas prendre de chance, on va te mettre la DPJ tout de suite, on va alerter. OK. Donc là, tu as compris qu'il allait avoir un signalement à la DPJ, là. Oui, OK. Je suis sortie de l'hôpital, puis j'ai dit à ma mère, je pense que je devrais m'en aller du Québec parce que mon enfant, je le connaîtrais pas si je reste ici. Je me souviens, c'est dans ça que j'y ai dit. Puis là, elle a dit, mais non, tu vas bien t'en occuper, la DPJ, ils resteront pas. Puis étant donné qu'on avait un peu, comme je disais tantôt, la croyance populaire, je me suis dit, bah, c'est peut-être moi qui capote, là, j'ai peut-être les hormones de grossesse dans le tapis, puis... Fait que j'ai continué ma grossesse. J'étais à 30 semaines à ce moment-là. J'ai plus jamais fait confiance au système, par exemple. J'ai commencé à partir de là à aller faire mes échographies dans une place privée parce que j'avais peur de que l'hôpital allait me dire si je me pointe. C'est à ce moment-là où le système, j'ai arrêté complètement de faire confiance.
Dans ton esprit à toi, là, est-ce que le signalement était lié à la chute, à ta situation personnelle, ou encore plutôt à un conflit que tu as eu avec l'infirmière? Non, le signalement était clairement relié au fauteuil roulant. Elle avait des préjugés drettes quand elle m'a vue. Comment le système s'assure-t-il que les parents handicapés ne soient pas évalués injustement? Donc, selon toi, c'est un préjugé par rapport à ton fauteuil roulant, un préjugé peut-être à l'incapacité de Oui. prendre soin de tes enfants. Oui, L'infirmière a décidé de puis faire un c'est signalement. clairement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, on veut juste être sûr que tu vas être capable, fait qu'on prendra pas de chance, on va appeler la DPJ. Fait que pour moi, c'était assez clair dès le début qu'il y avait des jugements là-dessus. Oui. Dans certains cas, les professionnels de la santé ont l'obligation légale de signaler une situation s'ils croient qu'un enfant pourrait être en danger. Mais dans ton cas, il n'y avait pas encore d'enfant. Non, effectivement. OK. Est-ce que quelqu'un t'a expliqué sur quelle base un signalement pouvait être fait dans ces circonstances-là? J'ai pas eu d'explication de grand-chose. Ils sont débarqués, puis ils se sont imposés, puis ils ont commencé à me scraper la vie. C'est ça, en fait. Ils ont tout changé mes affaires. Ils ont fait des froids avec tout le monde. Ils ont scrappé ma vie. OK. Certaines personnes pourraient se demander si un conflit personnel avec un professionnel de la santé peut parfois mener à des décisions disproportionnées. Sans accuser qui que ce soit, est-ce que tu as eu l'impression que ce signalement était une réaction au conflit que tu avais, avec cette infirmière? Mais moi, j'ai vraiment toujours eu l'impression que c'était un préjugé par rapport à la chaise. Mais à Sainte-Justine, par contre, quand j'ai commencé à mettre mon pied à terre puis à dire mon bébé il est pas malade, je veux voir mon bébé, là oui, j'ai eu l'impression que parce que je mettais mon pied à terre, ils m'ont pris en grippe plus qu'il aurait dû le faire. Est-ce que tu crois que cette situation aurait pu être gérée différemment sans déclencher une intervention de la DPJ? Oui, je pense que oui. J'ai toujours été déclarée apte à avoir des enfants. Quand j'avais mon bébé, il n'y a jamais eu de négligence, il n'y a jamais eu d'incident. Donc, je pense qu'on aurait pu juste me laisser vivre. Puis, si mettons, quand il aurait commencé à grandir, si j'aurais eu certains besoins, j'aurais été capable d'aller les chercher, là. Il y a des OPHQ, il y a des CLSC qui existent. Je veux dire, d'arracher un enfant, c'est un petit peu extrême. Tu as quand même essayé de garder une certaine ouverture dans ces échanges. Oui. Est-ce que tu dirais que malgré le conflit, tu as fait des efforts pour rester calme, respectueuse et ouverte au dialogue? J'ai essayé le plus possible. C'est sûr qu'en date d'aujourd'hui, je les déteste, je suis plus capable, là. Mais jusqu'à même il y a 1 an et demi, j'allais encore à toutes les 2 semaines au bureau de la DPJ, essayer de parler avec eux autres, de trouver des moyens. Il n'y a rien à faire, ils veulent pas, ils ont décidé déjà. Puis là, c'est à ce moment-là que j'ai perdu le respect, là. Parce que peu importe que je leur lèche les pieds ou non, ça change rien. Pourquoi certaines enquêtes semblent commencer avec une conclusion déjà orientée? Parce que c'est un point important. Souvent, dans ce genre de situation, on pourrait s'attendre à une escalade, mais toi, tu sembles dire que tu as plutôt essayé de faire preuve d'humilité. Oui. Pourquoi c'était important pour toi d'adopter cette attitude-là, même dans un moment difficile? Parce que je voulais leur démontrer qu'ils étaient là pour rien puis qu'ils pouvaient fermer le dossier. Mais par contre, quand je me suis rendu compte que l'idée de fermer le dossier ne serait jamais dans leur plan, là, c'est vrai que j'ai comme un peu perdu le respect parce que quoi que je fasse, ça change rien. Ils empirent toujours ma situation. Tu sais, là, ils sont rendus à ne même plus vouloir me laisser de photos des enfants. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de mal avec ça, des photos? Dans ce contexte tendu, Cindy affirme avoir tenté de garder son calme. Elle parle d'une volonté de rester respectueuse malgré le désaccord. Est-ce que tu peux nous expliquer cette approche que tu as choisi d'avoir à ce moment-là?
Ben, tu sais, au début, je lui disais qu'est-ce qui pourrait vous aider à ne plus être inquiète. Mettons, est-ce que si je fais telle évaluation, tel cours, telle affaire, ça va vous aider? Il me disait toujours, c'était toujours vague. C'était jamais, ah oui, faites ça. C'était toujours, ah ben faites-le, mais nous, notre position reste la même. Faites-le, mais. Fait qu'à un moment donné, j'ai perdu le respect parce que ça devient ridicule puis ça devient abusif. Avec recul, là, est-ce que tu considères que le système t'a protégé ou plutôt qu'il t'a placé dans une situation injuste? Ben, je considère que le système m'a placé dans une situation injuste. Pire que ça, je considère que le système a saccagé ma vie complètement. Un simple moment à l'hôpital, Oui, une chute, un conflit et soudainement un signalement qui peut avoir des conséquences énormes. oui. Quand tu as réalisé que tout ça allait déclencher une enquête à la DPJ, qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai commencé à me méfier de tout le monde. Même encore aujourd'hui, il faudrait que je sois malade, très malade, avant d'aller à l'hôpital parce que j'ai plus confiance en rien du système. OK? J'aimerais savoir, Cindy, comment as-tu réagi quand tu as compris que ton projet de maternité, là, il allait être remis en question? Ben, c'est ça. Sur le coup, j'essayais de trouver des moyens. Par exemple, la soirée où ils me l'ont enlevé, ça n'a pas été drôle. Mes deux petits gars, mes deux morceaux de ciel, vous étiez ma paix, mon bout d'essentiel. On disait qu'une mère en fauteuil, c'était pas idéal, que j'étais trop fragile, trop lente, trop marginale. Mais vous voyez pas l'handicap, juste une maman qui vous lâchait pas. Puis dans mes bras, tout devenait doux. Le monde s'arrêtait quand je vous serrais contre nous. Puis un matin, sans cœur ni pitié, ils ont mis nos vies dans un papier plié. Je vous ai vu partir sans pouvoir parler. Puis mon âme, elle, a commencé à saigner. Mes fils, mes tripes, mes deux soleils, vous êtes mes racines, mon matin, mon réveil. On peut me fermer des portes, m'arracher des jours, mais jamais on touche à la force de mon amour. Je vous garde dans mon souffle, dans chaque battement, mes fils, mes étoiles. Je vous perds pas un instant. Ils ont dit que j'étais pas capable, comme si ma vie valait moins que la normale. Pourtant les médecins l'ont dit sans détour, rien n'empêche d'être une mère, elle a tout l'amour. Mais une mère qui parle, ça fait peur au système. Une mère qui dénonce, ça déplace leurs problèmes. Alors ils ont tranché nos liens peu à peu, comme si vos sourires étaient dangereux. Les contacts coupés, les droits effacés. Ils pensaient que mon cœur finirait par casser. Mais je garde vos rires même si ça fait mal. Vous êtes mes fils, mon miracle intégral. Mes fils, mes tripes, mes deux soleils. Vous êtes mes racines, mon matin, mon réveil. On peut me fermer des portes, m'arracher des jours, mais jamais on touche à la force de mon amour. Je vous garde dans mon souffle, dans chaque battement, mes fils, mes étoiles. Je vous perds pas un instant. Un jour peut-être bien vous lirez ces mots-là. Vous saurez que chaque nuit je pensais à vos pas. Que si je tenais bon dans ce monde trop brisé, c'est seulement pour vous que je continuais d'avancer. Que je vous aimais plus fort que le vent, plus grand que la vie, plus loin que le temps. Si la vie m'a mise à genoux souvent, c'est vos noms qui m'ont levé doucement. J'ai gardé vos voix
comme une chanson, un refuge secret pour tenir l'horizon. Qui sache bien qu'aucun mur, aucune loi peut m'empêcher de vous ramener vers moi. Puis quand la vie voudra qu'on se retrouve enfin, je vous prendrai contre moi jusqu'au matin. Mes tripes, mes deux soleils, vous êtes mes racines, mon matin, mon réveil. On peut m'ôter le monde, muser la peau, mais jamais l'amour qui vous garde au chaud. De votre premier souffle à mon dernier cri, mes fils, mes étoiles. Ouh, vous êtes ma vie. Quand la route voudra vous remettre dans mes bras, je serai là, comme